On ne mourra pas demain de la pollution, on en meurt aujourd'hui. C'est ainsi qu'Anne Hidalgo commence son livre Respirer, qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions de l'Observatoire. Alors, elle y répond aux critiques dont elle fait l'objet, mais elle défend également son engagement écologique dans la capitale. L'occasion d'y regarder d'un peu plus près sur ces 4 années déjà passées à la mairie de Paris avec nos décrypteurs du jour. Fermeture des voies sur berge, pistes cyclables partout, moins de places de stationnement. Anne Hidalgo est-elle toujours aussi déterminée, aussi sûre d'elle dans son action ? C'est en tout cas un enjeu de santé publique puisque la pollution de l'air est déjà la 3e cause de mortalité en France. 2500 personnes en meurent à Paris chaque année. 48 000 décès prématurés sont causés chaque année par les particules fines. Alors la capitale parisienne est-elle un modèle à suivre en matière de lutte contre la pollution ? On en parle aujourd'hui dans les décrypteurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'agir. Quand on voit les changements climatiques, quand on voit l'air qu'on respire qui est pollué à Paris, aujourd'hui, vous n'accepteriez pas, Laurent Delahousse, de boire, par exemple, un verre, si je vous disais ce verre contient de l'eau polluée. Et pourtant, tous les jours, nous sommes soumis, nous sommes contraints de respirer un air pollué. Je dois agir, c'est ma mission. Bonjour Sophie Dravinel. Bonjour. Vous êtes journaliste politique au Figaro, vous suivez particulièrement le PS. Vous étiez probablement devant votre poste samedi soir quand Anne Hidalgo a été reçue par Laurent Delahousse. Ce livre d'Anne Hidalgo, c'est un plaidoyer écologique où elle revient sur les chantiers qu'elle a lancés depuis son arrivée à la mairie en 2014. Qu'en avez-vous pensé, en quelques mots ? C'est un livre malin. C'est un plaidoyer écologique, évidemment, mais c'est aussi le livre de sa candidature pour sa réélection dans 18 mois, parce que c'est le début de la campagne des municipales à Paris. Le bouillonnement commence et Anne Hidalgo dit « j'assume ». C'est le livre « J'assume », je m'explique et je m'excuse aussi des erreurs, parce qu'évidemment, tous les Parisiens... Elle s'excuse. Oui, elle prend... vraiment, dans le « j'assume », il y a aussi toutes des erreurs qui ont pu être commises. Alors, elle ne va pas aussi loin que François Hollande qui explique pourquoi son quinquennat n'a pas marché et qui dit « rien n'était de ma faute ». Elle est dans une optique différente. Elle dit « tout n'a pas bien marché, mais effectivement, il y a eu des erreurs et j'assume ». J'assume, elle le répète à plusieurs reprises, évidemment pour des dossiers auxquels les Parisiens pensent en premier, notamment la question de Vélib et... plus encore que l'Autolib qui était plus petit, et sur le Vélib, elle l'assume, Smovengo n'était pas l'entreprise qui était chargée de prendre la suite, n'était pas préparée. Et du coup, effectivement, il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes, et j'assume aussi le mécontentement des Parisiens sur les voitures dont on aura l'occasion, le dossier des voitures qu'on aura l'occasion d'aborder. Et sur précisément les bords de Seine, la question des voies sur berge et tous ces dossiers qui empoisonnent, entre guillemets, une grande partie des Parisiens. Alors, pour vous, c'est plutôt un bilan de ces années écoulées c'est un bilan, mais ou c'est déjà un programme, le programme d'une future candidate à sa propre succession ? C'est les deux, évidemment, parce que Anne Hidalgo, elle revient sur tout ce qui lui est reproché. Elle parle d'un déferlement de violences gratuites auxquelles elle a dû faire face. Elle parle à plusieurs reprises de sa décision, comme je vous le disais, d'assumer et de continuer cette même politique en matière d'écologie, avec quelques nuances par rapport à son premier mandat, et notamment la nécessité de mieux s'expliquer. Mais je pense qu'elle n'a absolument pas changé d'avis sur ses intentions. Et vous pensez qu'elle a eu raison de le faire maintenant, de l'anticiper, ce bilan ? Oui, c'est sûr. De toute façon, il était absolument indispensable de le faire. Elle est conseillée en ça par Serge Auru, qui est une des dernières personnes qui peut vraiment qui a eu accès à elle dans ces derniers mois extrêmement bousculés. Qui en matière d'écologie est le maître à penser de son petit ouvrage, qui est vraiment un ouvrage de campagne. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo est dans une situation extrêmement compliquée et que ce livre est malin, comme je vous le disais, parce que, quelles que soient les oppositions, elle explique en quoi les Parisiens peuvent avoir un intérêt commun. Et là, elle n'a pas de tort sur des dossiers comme celui du Vélib, comme celui des voies sur berge. Il y a quand même une forme de consensus sur la nécessité pour ces grandes capitales, parce qu'évidemment, elle met, comme elle l'aime, l'accent sur l'international de façon très très forte. La nécessité pour Paris d'être au cœur de ce combat en faveur d'une
d'un mieux vivre pour les habitants. Je reviens quand même sur les événements récents. Donc, la démission de son premier adjoint, Bruno Julliard, la polémique avec Marcel Campion, on peut en parler aussi, la démission de Nicolas Hulot, peut-être aussi il y a quelques semaines. Est-ce que du coup, ce discours écologique, qu'elle résume très bien dans Respirer, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il est fragilisé? Est-ce qu'il n'est pas moins audible quand même en ce moment? C'est évident que pour elle, la situation est une belle occasion de changer de sujet. Compliquée. Évidemment, les deux, la démission de Bruno Julliard qui est arrivée à 2-3 jours de la sortie de ce livre, comme un fait exprès, même si évidemment les calendriers des uns et des autres se croisent toujours. C'est un gros coup sur sa méthode, sur sa manière de faire, sur sa brutalité, etc. Évidemment, ce livre a été écrit avant qu'elle imagine. Elle était loin d'imaginer dans ce livre que son premier adjoint allait dénoncer sa manière de faire. Il tombe bien en tout cas. Oui, il tombe bien. Je pense qu'il y a une chose, c'est que sur le fond, je pense que la majorité des Parisiens, à mon avis, n'est pas complètement opposée à ce qu'elle propose, mais sur la forme, je crois qu'il y a quand même un souci sur la manière de travailler. Alors, juste, on va prendre quelques propos de ce livre. Quand elle dit « On me dit que je vais perdre, nous allons gagner. On me dit qu'ils sont trop puissants, qu'ils ont de l'argent. Je n'ai pas peur, je préfère la défaite au renoncement. » Ou encore quand elle dit « Je choisis de faire face, de refuser, que la culpabilité m'aveugle ou me paralyse. » Comment, vous, journaliste politique, vous analysez ce type de discours, cette tonalité? C'est assez fascinant parce que cette phrase que vous citez, je préfère la défaite au renoncement, elle l'écrit en première page de son livre. Parce que certains avaient suggéré qu'elle puisse s'écarter avant même de se représenter, étant donné le peu de crédit dont elle bénéficiait il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, la situation pour elle est assez différente parce que La République En Marche est à égalité avec elle dans les sondages, que La République En Marche baisse, qu'il y a une division chez eux. Elle sait la droite assez forte, elle sait aussi la gauche radicale assez forte. Et donc, c'est une espèce de quadrangulaire qui s'annonce et elle sait aussi qu'elle n'a pas perdu toutes ses chances d'un point de vue politique. Qu'elle reste ou pas, l'avenir le dira. Ouais. Est-ce que vous pensez, Sophie, qu'elle a lancé un mouvement, selon vous, qui portera plus tard? L'histoire nous donnera raison, c'est ce qu'elle dit dans son préambule. Je pense que cette dynamique qui est celle d'une ville, entre guillemets, écologique, a été lancée par Bertrand Delanoë, qu'elle a pris la suite, que cette intuition est celle de Bertrand Delanoë, qu'elle l'a renforcée, mais que par ses méthodes, elle a pu effectivement brusquer les esprits et la suite verra si c'est elle qui le porte ou un autre candidat. Alors je vous propose qu'on écoute, vous parlez d'Emmanuel Macron qui lui aussi s'est exprimé donc hier soir, pas plus tard qu'hier soir à la tribune de l'ONU. Il a défendu l'accord de Paris évidemment sur le climat. Il a proposé qu'aucun accord commercial ne soit passé avec les pays qui ne respectent pas cet accord. Il se verra d'ailleurs décerner le titre de champion de la Terre. On écoute son propos. Engageons-nous clairement et soyons tous et toutes aussi clairs, concrets et cohérents. Il y a urgence, alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. Faisons en sorte que nos engagements commerciaux intègrent nos contraintes environnementales et sociales. Bonjour Damien Mascret. Bonjour. Vous êtes journaliste santé au Figaro et médecin. Alors, avec vous, on va voir un petit peu quelles sont les répercussions de la qualité de l'air sur la santé. C'est une question légitime aujourd'hui à l'heure du bilan et à l'heure de la crise qui ne cesse d'empirer. Bah oui, parce que l'impact est considérable. Il suffit d'une petite élévation de ce qu'on appelle les particules fines, par exemple, mais il y a aussi l'ozone, il y a des tas de composés comme ça qui peuvent avoir un impact sur la santé. Une petite élévation, et puis comme vous respirez beaucoup, heureusement d'ailleurs, on respire, d'autant plus d'ailleurs quand on va faire un jogging, je signale au passage, eh bien vous allez inhaler évidemment beaucoup de particules fines qui vont entrer dans le sang, qui vont entrer dans les macrophages, ces défenseurs immunitaires de votre organisme. Et puis on va les retrouver un petit peu partout, se balader un peu partout, abîmer les artères, abîmer potentiellement les poumons, peut-être même aussi d'ailleurs avoir un impact sur le cerveau et sur le risque de démence de type Alzheimer. Donc on voit que c'est un enjeu de santé publique absolument majeur. Alors, il y a une étude intéressante qui a été menée par l'ONG européenne Transport et Environnement cet été. En fait, cette étude a comparé la contamination justement aux particules fines dans 10 villes européennes, les plus touristiques, et ça a été converti en nombre de cigarettes fumées. Voici ce qu'il en sort. Ça apparaît à l'écran en ce moment même. Alors, visiter Prague pendant 4 jours, ça équivaut à fumer 4 cigarettes. À Londres, c'est 2 cigarettes 75. Ça fait 1 cigarette à Barcelone et 2 cigarettes à Paris. Donc ça veut dire que sur une année, un Parisien fume donc 183 cigarettes, c'est-à-dire 9 paquets, sans même
allumer une cigarette. Cette comparaison, Damien, elle permet de se rendre compte du problème, en effet, de ces microparticules. Ce sont-elles les plus redoutables? Oui, et puis c'est aussi intéressant de faire ce type de comparaison parce que ça rappelle quand même, hein, on parle de la pollution, on parle des transports, on parle des voitures, ça rappelle aussi que le principal facteur de risque, c'est quand même le tabac. Alors c'est vrai que Anne Hidalgo, dans son livre, le dit un peu rapidement, derrière le tabac et l'alcool, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de risque, la comparaison est phénoménale. Donc ceux qui s'émeuvent d'une élévation du taux de particules fines et du risque augmenté, évidemment, sont souvent des non-fumeurs. Mais parfois aussi, on a des fumeurs qui s'en inquiètent, alors qu'on pourrait avoir presque l'effet inverse de dire, bon, après tout, la pollution, c'est pas un vrai problème, parce qu'on voit que cette élévation, moi, je suis bien au-delà avec ma consommation de tabac. Donc non, ça concerne tout le monde, les fumeurs, les non-fumeurs, et puis aussi, on l'oublie souvent, les enfants, hein, qui sont à hauteur de pot d'échappement, si on peut dire, en tout cas, qui sont exposés, plus vulnérables donc à cette contamination, hein, et puis aussi les personnes âgées, parce que ce sont les plus de 85 ans, par exemple, hein, on a des études qui montrent bien quand il y a des pics comme ça de pollution, eh bien les plus de 85 ans peuvent décompenser s'ils ont des problèmes cardiovasculaires en particulier, ont un risque mortel, un risque vital. Donc on voit bien que ça concerne tout le monde. Mais physiquement parlant, on est tous égaux dans la réceptivité, si je peux dire, à cette pollution? Non, il y a bien sûr un terrain génétique. Et c'est vrai que, d'ailleurs, les fumeurs, c'est la même chose. Hein, même si le tabac tue un consommateur sur deux, hein, quand même, eh bien, on a aussi des gens qui vont fumer toute leur vie et ne pas avoir, par exemple, de cancer du poumon. Ils auront peut-être quand même de la BPCO, cette fameuse bronchite chronique, comme on l'appelait avant, qui, en fait, vous oblige à terminer votre vie, finalement, avec des petites bouteilles d'oxygène. Ça, on n'en parle pas souvent, alors que c'est un problème majeur. Mais ils ne vont pas forcément mourir, parce qu'ils ont peut-être une génétique qui les protège. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas à la même enseigne, mais il n'empêche que les nouveau-nés, les personnes âgées, elles vont être plus exposées. Et puis il faut savoir que nous aussi, nous-mêmes, on est des polluants. En fait, quand on respire, on recrache, on ressort en tout cas du CO2. Donc plus il y a de monde dans une ville, plus il va y avoir cette pollution humaine qui est non négligeable. Oui, alors en même temps, c'est vrai qu'Anne Hidalgo a raison de le rappeler, hein, on a une concentration de population à Paris qui est bien plus importante qu'une ville comme Pékin, je crois qu'on dit Beijing maintenant, qui va être beaucoup moins concentrée, mais qui va être beaucoup plus polluée et intoxiquée, parce qu'il y a aussi l'industrie, il y a aussi la combustion. On oublie toujours que l'Asie du Sud-Est est un formidable contributeur dans ce nombre de morts qui sont dus à la pollution atmosphérique, parce que simplement on fait de la combustion dans les maisons. Hein, on a quand même 3 milliards d'individus qui vont faire du chauffage au bois, du chauffage à la biomasse, dans les maisons, pour chauffer la maison ou pour cuisiner, et ça contribue à hauteur de 93% dans les décès. Donc ça, c'est une autre source qu'on oublie souvent. Il faut toujours garder un petit peu de la mesure entre ces risques, les risques dus aux individus, les risques dus au transport, les risques dus à l'industrie du charbon. Anne Hidalgo le cite rapidement dans son livre, en comparant quand même ceux qui parlent de l'intoxication à cause des Allemands, et puis il suffit de se promener rue de Rivoli. Non, je suis désolé, ça c'est pas de la science, ça c'est quand même un petit peu facile comme argument. Non, il suffit pas de se promener rue de Rivoli pour savoir quels sont les principaux facteurs de risque, Madame Hidalgo. Les principaux facteurs de risque, c'est quand même aussi l'industrie. Alors, 2017, Damien, a été marqué par 12 épisodes de pollution, c'est Airparif qui le signale. Les pics de pollution, est-ce que c'est plutôt en été ou en hiver? C'est une idée un peu... Voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est une question intéressante. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs composantes. Par exemple, l'ozone, qui est aussi un contributeur dans les décès, dans les maladies cardiovasculaires. L'ozone, ça va plutôt être en été. Ça va être de avril à même septembre, octobre. Voilà, même au printemps, ça commence déjà. Donc là, on a une grosse contribution de l'ozone. Mais ensuite, c'est vrai que les pics de pollution vont être liés, à la météo, accentués effectivement par une météo qui va faire que les particules vont rester dans un environnement. Si vous habitez à moins de 50 mètres d'un axe routier important, alors à Paris, évidemment, c'est fréquent, mais même en province, ça peut arriver. Vous êtes à moins de 50 mètres. Les Canadiens ont fait une étude sur toute une province, l'Ontario, sur 6 millions de personnes. À moins de 50 mètres, vous augmentez de 7% votre risque de maladie d'Alzheimer parce que vous êtes à 50 mètres d'un axe routier important. Donc, on voit bien qu'il y a un risque augmenté. Ça concerne du monde, hein. Un habitant sur 6 en Ontario. À Paris, ça concerne presque tout le monde. On est vite à 50 mètres d'un axe routier important. Donc, on voit bien qu'il y a des tas de paramètres qui interviennent. C'est aussi pour ça qu'individuellement, c'est très difficile de savoir quelle est votre part de risque. C'est vrai aussi que certaines mesures individuelles parfois sont plus faites pour rassurer en théorie qu'efficaces en pratique. Je pense au masque. Hein. Si vous êtes à vélo dans la circulation avec un masque, ça ne sert à rien. Vous avez 93% ou plus même des particules fines qui vont passer, ça ne servira à rien. Donc il y a des mesurettes qui ne servent absolument à rien, puis il y a des mesures effectivement efficaces, mais qui ne sont pas toujours faciles à prendre à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un État, et c'est souvent à l'échelle de la planète qu'il faut faire appel aux protecteurs de la Terre.
Voilà qui est clair. Damien, justement, Air Paris, on en parlait tout à l'heure, c'est l'association, vous le savez, de surveillance de la qualité de l'air en région Île-de-France. Alors, on leur a demandé si, par exemple, entre un dimanche sans voiture, qui est une mesure phare d'Anne Hidalgo, et un dimanche normal, est-ce qu'on peut observer une baisse significative de cette pollution? On écoute l'analyse de Karine Léger, qui répondait aux questions de Lorraine Triard. La qualité de l'air s'améliore, néanmoins elle reste largement insatisfaisante puisqu'on a toujours dans l'agglomération parisienne, donc c'est pas que Paris, c'est Paris et la petite couronne, et c'est important parce que la densité du trafic et la densité de l'urbanisation fait que cet enjeu de pollution de l'air, c'est un enjeu à l'échelle de l'agglomération. Et on a toujours 1,3 million de franciliens qui sont exposés à un air qui ne respecte pas les réglementations pour le dioxyde d'azote et plus de 100 000 personnes pour les particules. Néanmoins, il y a une tendance à l'amélioration et il y a plusieurs types d'actions. Vous avez des actions ponctuelles, par exemple la journée sans voiture, qui sont des actions pédagogiques et qui sont des actions qui visent à diminuer ponctuellement le niveau de pollution. C'est-à-dire que la journée sans voiture, elle permet de diminuer la pollution le jour où elle est mise en place, mais ça ne fait pas baisser la pollution au jour le jour. En revanche, vous avez des actions, je dirais, chroniques qui, elles, ont vocation à diminuer la pollution au jour le jour, qui est aussi celle qui a le plus d'impact sur la santé. Et c'est des mesures comme la zone de basse émission qui est mise en place par la mairie de Paris, avec une mise en place progressive qui concerne les véhicules les plus polluants et qui est, la ville de Paris est vraiment pionnière en France par rapport à cette action. Bonjour Philippe Doucet. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous êtes spécialisé, on peut dire, en automobile. Il vous arrive de faire des enquêtes parfois qui révèlent la vérité des femmes au volant, par exemple, ou sur les voitures. Celui-là, je l'ai noté, ou sur les voitures autonomes qui sont dotées d'une couchette. Ça vous arrive aussi. Alors, vous observez donc avec passion les nouveaux véhicules, ces défis incroyables qui sont relevés par la science, l'innovation. Pour répondre à cette pollution qui inquiète finalement tout le monde, vous avez été invité à la mairie de Paris la semaine dernière pour admirer notamment une Zoé électrique. Quel en est le principe? On va la voir à l'écran, voilà. Racontez-nous cette rencontre avec Zoé. La Zoé, on la connaît bien, c'est une voiture électrique donc qui est zéro émission quand elle roule. Bon, comment est fabriquée l'électricité, ça c'est un autre problème. Mais cette Zoé que j'ai vue vendredi matin à la mairie de Paris, elle a une particularité, elle a un système qui aspire les particules de frein. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est très simple à comprendre. C'est un petit aspirateur qui se met en marche à chaque fois qu'on freine et qui aspire donc les particules et qui les met dans un petit réservoir avec un filtre. Et puis quand on change les plaquettes, on change le filtre. Ça dure toute la vie de la voiture, l'équipement, c'est ce que disent ses inventeurs. Et c'est une très belle invention. Ça pourrait être très utile parce que les particules, c'est 20% de la pollution particulière due au trafic automobile. Bon, il y a 10% des pneus et le reste, c'est les rejets de combustion, les rejets des moteurs. Donc là, on va supprimer quand même un cinquième, on peut supprimer éventuellement un cinquième de cette pollution. Voilà. Si on les met en circulation, et c'est un projet du coup de la mairie de Paris. Alors la mairie teste ce dispositif sur cette Zoé. On va voir ce que ça donne, si c'est fiable, si c'est efficace. On a affaire à ce qu'on appelle des nanoparticules, donc des particules qui sont des fois en dessous, très en dessous du micron, et qui restent, comme dit le professeur Housset, qui était à la mairie également vendredi, plus c'est petit, plus c'est toxique. Bruno Housset. Voilà. Et donc c'est une bonne initiative, on le sait bien. Et on va voir si ça marche. Maintenant, en ce qui concerne les particules, il y a tout de même un diable dans la boîte. C'est la pollution particulière issue du trafic ferroviaire, et spécialement du trafic ferroviaire en espace confiné. Je pense au métro. Pour vous, il est davantage responsable, enfin davantage, en tout cas il est un élément très important. La RATP a des capteurs, je crois, sur 3 stations, mais il faudrait s'en préoccuper un petit peu plus. Quand on voit la taille d'une plaquette de frein d'une roue de métro, enfin d'un disque de métro, c'est considérable. Est-ce que la ventilation est bien faite? Je crois qu'il y a un travail d'étude à mener sur cette question et on pourrait avoir quelques surprises peut-être. Et la RATP, justement, réfléchit à ces questions-là, selon vous? Probablement. Je crois que la SNCF est associée à un travail avec la région sur ces questions. Et la RATP devrait ou doit lui emboîter le pas. La question, c'est est-ce que la mairie de Paris
a une incidence, a un pouvoir, on va dire, sur ce genre de réflexion Alors, qui doit être menée elle par a un le réseau pouvoir ferroviaire. d'influence, mais elle ne peut pas gérer la RATP. Elle a un pouvoir d'influence, elle a peut-être un pouvoir réglementaire, un pouvoir politique, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, elle a un certain pouvoir d'influence sur la SNCF, la RATP, surtout si les chiffres de pollution particulière sont préoccupants dans ces espaces confinés. Donc ça, c'est un élément important que vous révélez d'ailleurs dans le Figaro d'hier. C'est un article qu'on peut retrouver sur le site internet. La question de la circulation ferroviaire, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est clairement inquiétante. Il y a le diesel. On revient en voiture. Alors le diesel, le gros déjà, sujet d'Anne Hidalgo. par rapport à d'autres pays, on a moins de trains diesel que certains. Le diesel, on lui a fait beaucoup de misère. Bon, le diesel a été favorisé pendant très longtemps par l'État. On y voyait il y a très longtemps une sorte de barrière aux constructeurs japonais ou étrangers en disant nous on va devenir des spécialistes de diesel avec nos copains de Volkswagen, donc on va avoir une technologie européenne qui est à nous, donc on a favorisé fiscalement le diesel, qui est un moteur très complexe, très coûteux, effectivement il émet moins de CO2, parce qu'un moteur essence, en revanche, il produit beaucoup de particules. Donc on a maintenant sur les nouveaux diesels quasiment une petite usine de dépollution pour les particules. Le filtre à particules est obligatoire maintenant depuis 7 ans. Donc on arrive à des résultats qui sont bien meilleurs. Alors justement, à propos de ce diesel, qui est vraiment le gros combat d'Anne Hidalgo, entre autres, est-ce que selon vous, un combat aussi local que celui qu'elle mène sur cette question-là peut être utile si derrière la Commission européenne n'est pas suffisamment claire, pas suffisamment déterminée? Est-ce que Anne Hidalgo, en gros, tout ce qu'elle défend, est-ce que ça a une utilité si derrière l'Europe ne suit pas? La Commission, enfin l'Union européenne, la Commission produit des normes qui sont ce qu'elles sont. Parfois elles sont réalistes, parfois elles ne le sont pas. Le fond de l'affaire sur l'affaire du diesel Volkswagen, c'est qu'on avait 2015, en 2015, il y a 3 ans, c'est qu'on avait affaire à des normes. Elle en parle d'ailleurs, Anne Hidalgo, dans on son avait affaire à des normes irréalistes. Donc les constructeurs ont ce qu'on appelle tiré les aiguilles, et puis bon, il y en a un qui a peut-être un petit peu débordé. Mais on avait affaire à des normes irréalistes face à une demande de mobilité. Les gens voulaient des diesels parce que en France aussi, c'est ce qu'il y a si vous faites de l'autoroute, c'est encore le moyen le moins cher de se déplacer en voiture. Dernière question que je voulais voir avec vous, Philippe. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe, puisque vous étudiez régulièrement les dernières avancées technologiques en matière d'automobile et vers ce progrès possible, en tout cas sur ces questions de pollution notamment, est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe à considérer que le souci de notre environnement, de notre nature, finalement relève du domaine de l'innovation, de la technique? Non, je crois qu'il faut faire confiance. Enfin, il faut faire confiance. L'innovation, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Sur 30 ans, quand vous voyez, on arrive à des facteurs 100 du point de vue de la pollution sur les voitures en division. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'il faut effectivement se poser la question de l'usage de la voiture dans la ville. Est-ce que c'est fait la voiture c'est fait pour la ville et quel type de voiture? Ça, c'est une vraie question. D'autre part, on est en train de se regarder un petit peu le nombril sur les émissions de CO2. Le trafic routier, c'est 14% en gros de la pollution de CO2, alors que vous avez, Damien Mascret l'a rappelé, des foyers de pollution considérables en Asie. On chauffe encore au bois à la tourbe, on produit du CO2 tant que ça peut. Voilà, bon, on parlait de la voiture électrique, c'est évident qu'il faut produire l'électricité dans un réseau interconnecté globalisé. Quand vous faites une demande d'énergie électrique, vous ne savez pas ce qui se met en marche. Ça peut être une centrale électrique à charbon. Et l'Allemagne a renoncé au nucléaire, qui est un moindre mal, il y a 2 ou 3 ans. Donc on peut faire tourner une centrale à charbon. Donc c'est une affaire très, très, très globale, la pollution. La journée sans voiture, Philippe, vous y croyez? Écoutez, moi j'y étais avec ma bicyclette, je l'avoue. Il y avait des voitures d'ailleurs, c'était pas complètement, comment dirais-je, sans voiture. Il y avait des taxis, il y avait des voitures. Bon, c'était, je crois qu'on l'a dit, hein, il y a moins de pollution effectivement le jour où il y a moins de voitures, il y a moins de pollution issue du trafic routier puisqu'il n'y a quasiment pas de voitures. Maintenant, bon, le lendemain ça recommence. Voilà. Le lendemain, on en est où? Alors en tout cas, on a demandé aux Parisiens ce qu'ils en pensaient de ce type d'opération, la journée sans voiture. Qu'en pensent les Parisiens eux-mêmes? Julien Leclerc a pu en rencontrer quelques-uns pour Figaro Live. Il a recueilli leurs impressions. On écoute tout de suite. C'est bien, je pense que ça aurait été encore mieux s'il avait fait beau. Après, peut-être qu'il aurait fallu mettre plus de transport. Et je pense quand même autoriser les véhicules électriques.
Je pense que c'est une bonne chose si par ailleurs elle met en place, je sais pas, par exemple des grands parkings au port de Paris ou davantage de moyens de transport dans Paris, peut-être plus de métro, plus de bus, d'autres moyens un peu intermédiaires. Là, je pense que le seul problème, c'est qu'elle ferme de plus en plus d'axes, mais sans proposer de solutions alternatives. Après, je pense que dans les faits, c'est une bonne chose de réduire la circulation, le nombre de voitures en circulation et d'inciter les gens à prendre des moyens de transport plus verts. Beaucoup moins de voitures, c'est très calme, il n'y a pas de bruit. C'est idéal. C'est idéal? Ah oui, c'est idéal. Excepté lundi, ça va être différent, là, que la business reprend, là, mais pour les fins de semaine, c'est bien. Marcher plus, tu peux découvrir, puis tu peux regarder, tu peux prendre le temps. Surtout au niveau de bruit, moi, qui m'impressionne, parce que c'est très calme, puis pas de nervosité, puis j'adore. Je pense que la convivialité est meilleure. Ça rapproche les gens? Oui. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'impact. Je trouve que c'est un peu un problème de com'. Ça ne va pas changer la pollution dans Paris. Je sais que c'est pour mesurer effectivement que quand il y a moins de voitures, est-ce que la pollution diminue. Et je vous dirais, je trouve ça un tout petit peu liberticide. C'est-à-dire que c'est un peu autoritaire. C'est comme la fermeture des quais de berge qui crée des embouteillages dans tout Paris. Bon, vous voyez, aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a pas de taux, l'autobus, je pense qu'il y en aura plus. Bon, ben l'autobus, ça fait 12 minutes que je l'attends. Vous voyez, il faut être logique. À ce moment-là, on met plus d'autobus. Voilà, c'était donc des vrais Parisiens, peut-être un peu canadiens parfois, comme vous le souleviez. Jean-Baptiste qui nous a rejoint sur le plateau. On est tous ensemble autour de cette table maintenant pour continuer à poursuivre ces questions et peut-être d'autres que vous vous posez, vous, internautes, qu'on n'a pas eu le temps de poser auparavant. En tout cas, Jean-Baptiste va les relayer, il est là pour ça. Merci d'être là. Et cette question Twitter qu'on peut rappeler, Jean-Baptiste, auquel les internautes ont-ils participé et les tweetos, oui, allez-y. Ça a bien marché. Hein. Oui, ils sont plutôt positifs. La question Twitter, on peut la rappeler, donc la ville de Paris est-elle un modèle dans la lutte contre la pollution urbaine? Négatif à 87%, si mes yeux sont bons. Donc continuez à voter tout au long de cette émission. On vient d'entendre les réactions des Parisiens. Est-ce que, d'après vous, mes invités qui sont là, les décrypteurs, l'avenir de la voiture est réellement menacé en ville? On vient de voir une journée sans voiture. Est-ce que vous croyez qu'un jour, la ville pourra fonctionner sans voiture de façon durable et permanente? Il faut voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe ailleurs aussi. On n'est pas les seuls dans le monde. Dans le monde, vous avez des voitures dans toutes les grandes métropoles. Alors, il y en a plus ou moins. Il y a des contraintes plus ou moins fortes. Je pense à Singapour où ça coûte une fortune d'avoir une voiture. Donc, ça devient parfois un objet de luxe. Il y en a énormément à Los Angeles avec des voitures très, très polluées, mais c'est une ville qui a été construite pour la voiture. Moscou aussi avec des grands axes. Alors, revenons chez nous, revenons à Paris. Il y a eu un plan de circulation qui date des années 70, la voie Georges Pompidou, qui était faite pour faciliter le trafic parisien. Alors, ce n'est pas les Parisiens qui utilisent leur voiture. Les Parisiens, aux 2 tiers, ils n'ont plus de voiture maintenant, à peu près. Hein. C'est un trafic de passage qui est fait parce que Paris est le centre. Et puis, vous avez aussi une dispersion de l'habitat. C'est très cher de vivre à Paris, donc les gens vivent autour et puis viennent en voiture aussi parce que parfois les transports en commun sont défaillants. Alors, on peut s'interroger maintenant sur quel type de voiture il faut utiliser. Le zéro émission, la voiture électrique, c'est très bien, sous réserve que faut savoir comment est fabriquée l'électricité. La production d'électricité, voilà, je fais toujours cette réserve. Mais c'est cher. C'est très difficile à recharger. Il y a peu de bornes ou des bornes de faible capacité. Ça demande un habitat pavillonnaire. Donc il y a toutes sortes de problèmes. Il y a une bonne solution, sans entrer dans la technique, qui est ce qu'on appelle l'hybride rechargeable, plug-in. C'est-à-dire que c'est une voiture normale, avec un petit moteur électrique couplé à la boîte de vitesse, une petite batterie, pas trop grosse, qu'on met sous le siège arrière. Et cette voiture peut faire environ 25, 30, 40, 50 km. Même, alors, plus elles sont grosses, plus c'est intéressant. Les gros SUV, on peut mettre des plus grosses batteries, ils sont plus grands. Et on ne déclenche pas le moteur thermique pendant ces quelques dizaines de kilomètres, donc pour aller travailler, donc pendant 300 jours par an, on peut très bien ne pas mettre de carburant, ne pas rouler au thermique. Et c'est une solution envisagée. Oui, c'est ça. Alors ça coûte quelques milliers d'euros. C'est toujours le problème. D'accord. En plus, et puis il faut... Ah ben bien sûr, mais là encore, il faut pouvoir la recharger ou sur son lieu de travail
ou chez soi le soir, exactement comme un portable. Et l'angoisse, en fait, si vous avez roulé en voiture électrique, l'angoisse, c'est la panne. Même avec une grosse Tesla. Là, vous avez votre moteur habituel, votre carburant habituel. Vous n'avez pas peur de vous faire dépanner parce que vous avez les deux types de motorisation. C'est un hybride. Sophie Dravinel, vous avez l'air tentée. Oui, je suis très tentée, moi, mais je n'ai pas de voiture. Mon mari circule à vélo, il fait 20 km par jour en vélo. Et moi, je viens au Figaro en transport en commun parce que je voudrais bien faire du vélo, mais que j'ai des enfants très bas âge et que j'ai un peu peur des voitures avec les enfants posés dessus. Mais je me dis quand même que sur la question assez pertinente de la dame qui a été interrogée, la Parisienne, tout à l'heure, et qui disait « Moi, je veux bien ne pas utiliser de voiture, mais je voudrais plus de transport en commun. » Et il faudrait politiquement refaire le lien entre la RATP et la mairie de Paris, les compétences réciproques des uns et des autres, et la possibilité ou non pour la maire de Paris d'avoir la main sur ce genre de dossier. Ce qui n'est pas complètement le cas, et donc elle s'en plaint suffisamment. Et je pense que là aussi, il y a des choses qui ont été proposées qui le sont à chaque campagne municipale, et on peut espérer que dans ces dossiers-là, les convergences politiques progressent. Jean-Baptiste, est-ce que par exemple, ce sont des choses que peuvent exprimer les internautes que vous avez vues dans les commentaires divers sur ce sujet? Les internautes automobilistes ne sont pas contents, forcément, ils sont coincés dans les embouteillages. J'avais une autre question de Mike. Mike02 demande si l'école ne devrait pas avoir une place plus importante de pédagogie autour de la pollution. Est-ce que ce n'est pas aussi à prendre les choses à la source, à la racine, et à peut-être mieux éduquer, mieux faire plus de pédagogie à l'école? Damien, c'est vrai qu'on commence beaucoup de choses à l'école. Pour l'alimentation, par exemple, on sait aussi que les enfants répercutent sur les parents. Donc parfois, il y a une action qui est beaucoup plus efficace. Quand les enfants en parlent, les parents se sentent un peu plus responsabilisés. Et c'est vrai aussi que parfois, on a des parents, et ça m'est arrivé aussi, qui prennent la voiture pour un petit trajet pour amener l'enfant à l'école, simplement parce qu'on ne s'est pas levé assez tôt, on n'est pas prêt au bon moment, et qu'au lieu de les emmener à pied, on les emmène en voiture. Donc on ne leur donne pas toujours le bon exemple, et on sait que l'exemplarité, c'est important. Donc c'est vrai que ça marche dans les deux sens. Les parents peuvent être exemplaires, mais les enfants peuvent aussi répercuter des messages sanitaires, et en particulier des messages par rapport à la pollution et l'usage de la voiture. Si je peux me permettre, sur les écoles, j'avais un exemple que j'ai trouvé assez pertinent dans le livre d'Anne Hidalgo sur la façon dont les Parisiens... et là, je pense que c'est assez apolitique comme problème, parce que quel que soit le maire de Paris, je pense que tout le monde est confronté à la même chose, c'est-à-dire qu'elle enclenche des réformes, et forcément, au moment où les choses sont enclenchées, les choses sont désagréables. Et par exemple, on est dans les cours d'école sur une évolution de l'espace scolaire, avec autrefois des cours qui étaient dégagés de toute végétalisation, et dans lequel aujourd'hui, pour faire baisser la température, notamment l'été, puisque les températures sont appelées, nous dit-on, mais je parle sous votre contrôle, à augmenter. Là, ils veulent remettre des arbres, remettre une végétalisation, des espaces verts, etc. Donc, on est toujours à faire, défaire, refaire, défaire en fonction de l'avancée de la science et de nos connaissances. Mais les parents râlent parce que les enfants ont les pieds dans la boue. Et donc, effectivement... Et très amusante. Mais oui, et je suis complètement fascinée parce que la directrice de l'école... Être maire de Paris, pardon, je vous coupe Sophie, c'est être à la fois comptable du réchauffement climatique et responsable des taches de boue sur les pantalons des enfants. Pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Voilà. Et donc là, effectivement, à mon avis, quel que soit le candidat et quel que soit le maire de ces grandes villes, il y a toujours, surtout en France, surtout peut-être à Paris, ce mécontentement, ce ressenti. Et comme d'autres, d'autres peut-être pourront porter à sa place le bilan qu'elle a lancé et au sujet duquel je pense encore à titre non pas personnel mais de ce que je vois d'observatrice, les Parisiens sont majoritairement favorables. Jean-Baptiste. On reste sur la ville. Antimac et Astro Michel ne veulent absolument pas prendre de vélo, c'est comme vous Sophie. Pour eux, c'est dangereux et c'est l'assurance d'aller à l'hôpital. Est-ce qu'en fait, mais moi je veux. Mais en fait, Paris n'est pas prêt ou il n'y a pas les infrastructures? Si. Comment? Il y a une solution. La Tesla. C'est de mettre des casques. C'est de rouler sur les trottoirs comme à Tokyo. Non. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez impressionnant? Merci Philippe. Merci de cet exemple. Il y a quelque chose qui vous écoute sur cette antenne. L'exemplarité. Bon, il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant dans son livre, encore une fois, c'est le chiffre qu'elle a donné sur les Vélib et sur l'engouement des Vélib. Il y a quand même 17 500 fois le tour de la Terre qui a été effectué en Vélib. Et alors, pourquoi ça n'a pas marché alors? Pourquoi ça n'a pas marché, Sophie?
être... Oui, alors ça n'a pas marché pour des questions... Non, mais donc il y a ce décalage toujours entre les bonnes idées et la réalité, non, la faisabilité. Il y a eu non seulement les bonnes idées, mais elles ont été mises en œuvre. Decaux, ça a très bien marché. Le Vélib a été un vrai succès. D'ailleurs, tous les Parisiens étaient à peu près favorables à ça. Mais il y a eu effectivement cette rupture. Et là, il y a eu une grosse erreur, non pas seulement politique. Peut-être qu'on aura plus d'informations sur les conditions dans lesquelles le nouveau contrat a été noué et les raisons pour lesquelles la maire de Paris a décidé de lâcher son précédent, enfin celui avec lequel elle travaillait et ça se passait bien. Pourquoi elle a quitté Decaux pour une petite boîte? Certains disent parce qu'elle voulait être justement dans l'exemplarité avec une start-up, mais que toutes les startups n'ont pas la puissance pour prendre le dossier. Et de fait, Move & Go n'y est pas réussi. Et elle a bien failli faire planter ce dossier Vélib, qui pour l'instant n'est pas complètement remis à niveau. Moi, je n'y arrive pas, je ne me suis pas réabonnée. Le Vélib, c'est un symbole très fort, mais c'est un petit peu, j'allais dire, un symbole ancien. Maintenant, on est au free floating, c'est-à-dire que vous avez des vélos en libre service. Il y a plusieurs opérateurs. Que ça fonctionne, ça. Il y a des vélos, il y a des scooters électriques, il y a 2 opérateurs sur Paris, il y a des trottinettes électriques, il y a d'autres moyens de mobilité qui sont tout simplement les rollers, qui sont les solo wheels, c'est magnifique. Mais d'accord, mais donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est extraordinaire pour les Parisiens. Pour la réalité des gens qui passent par Paris ou des gens qui travaillent, d'ailleurs, qui n'ont pas le temps de se promener de façon permanente. Je vois Jean-Baptiste que vous réagissez, il y a des questions là-dessus peut-être. Isno qui disait sur le Figaro, plus on bloque les automobilistes, plus on crée des embouteillages, donc plus on a de pollution. On ne comprend pas la logique d'Anne Hidalgo, donc effectivement il s'énerve, mais juste avant, on avait Isno et Loupi qui rebondissaient sur justement les embouteillages, parce qu'en donnant la voie à plutôt des personnes qui habitent en banlieue, avec des trajets pendulaires et qui en souffrent complètement. Et eux, c'est vraiment les oppositions entre Paris et l'Île-de-France, en un mot, entre le centre de Paris et les Franciliens. La mairie donne le sentiment de s'en fiche, et d'ailleurs a des relations parfois très tendues avec des élus, y compris de sa couleur politique, qui sont franciliens et qui ne comprennent pas les méthodes, parce qu'on en revient à la façon dont Anne Hidalgo fonctionne et son autoritarisme qui était pointé par une auditrice, enfin par une personne interrogée tout à l'heure. Et cet autoritarisme peut sembler extrêmement pénible pour ceux qui sont obligés de traverser Paris pour leur boulot. Alors là-dessus, elle a quand même des idées. Anne Hidalgo, par exemple, elle propose que la voiture ne soit plus individuelle. Ça aussi, c'est une idée. Elle propose, par exemple, dans son livre, de permettre que chacun des modes de déplacement partagés soit accessible via une seule interface, le Pass Navigo, qui pourrait se décliner en application, etc., etc. Donc là, on est quand même déjà dans un programme de candidate qui est clairement exprimé là-dedans. Philippe, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces idées qu'elle a, Anne Hidalgo? Est-ce qu'elle a un modèle d'inspiration, que ce soit dans d'autres villes de France ou à l'étranger? C'est bien, c'est la vraie question, parce que on a le sentiment, nous Parisiens, pas seulement les automobilistes, qu'il y a une sorte de machine infernale qui a été enclenchée, c'est-à-dire qu'effectivement, on ferme les voies sur berge, on les divise en 2 pour faire passer les vélos. Il n'y a jamais personne à partir du pont du Garigliano. Je suis pas complètement d'accord. Il n'y a pas grand monde. On sent qu'il y a une catégorie quand même très privilégiée, mais qui n'est pas là. Mais par contre, les voitures se suivent sur une file, c'est atroce. Donc on a le sentiment effectivement qu'il y a quelque chose qui a été lancé, mais sans solution alternative. Et c'est ça qui nous inquiète. Quant à l'autopartage, il y a des villes où on favorise également les voitures où il y a plusieurs passagers, c'est le cas à Los Angeles, où vous avez un carpool. C'est une bonne solution. Moi, ça me rappelle un peu, j'étais enfant, mai 68, quand il n'y avait plus de carburant, et il y avait une sorte de fraternité. On ouvrait les portes, on demandait mais vous allez où? Et moi j'avais une tante qui était montée dans une voiture militaire où il y avait un général très discret. Elle avait fait un trajet à côté de ce général en autopartage. Merci pour toutes ces confidences qu'on a réussi à recueillir au cours de cette émission. Sophie, Philippe, Jean-Baptiste et Damien, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je voudrais juste qu'on termine sur un tout petit jeu. C'est un quiz. On va réviser un petit peu nos classiques, on va dire, en la matière. À quand remonte la première journée sans voiture en France, messieurs? Est-ce que vous en avez une idée, mesdames? 1997, vous avez quand même des options. 2003 ou 2013? 2003. Ouais. Eh bien, 97. Bravo. Est-ce que vous vous souvenez où c'était? Est-ce que c'était à Paris? Est-ce que cette idée parisienne? Non, c'était pas à Paris, c'était à La Rochelle. Quel type de véhicule contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre? On y a un petit peu répondu au cours de cette émission. Alors, est-ce que c'est plutôt les poids lourds et les bus, les véhicules particuliers ou les véhicules utilitaires légers?
la Ça réponse. se discute, c'est les véhicules utilitaires légers, parce qu'il y en a beaucoup, mais le poids lourd aussi peut dégager. Alors, a priori, ça dépend des sources, mais moi j'ai plutôt comme information que 62% des véhicules particuliers, Damien, vous acquiescez. Donc on est largement au-dessus des véhicules utilitaires qui sont En termes de quantité, plutôt on a plus. 18%. La quantité, oui, mais moi, les véhicules utilitaires sont moins bien dépollués souvent que les véhicules particuliers, mais évidemment la masse Allez, et donc, fait basculer. on révise nos meilleurs ministres de l'écologie, les 5 derniers. Est-ce que vous êtes capable de les citer? Les 5 dernier, Nicolas Hulot. Non. Enfin, donc l'actuel. Rugy. Donc, François de Rugy, François de merci. Rugy. Nicolas Hulot juste avant. Ça fait 2. Cécile Duflot. Alors, on avait donc Ségolène Royal juste avant. Oui, Ségolène avant, Quand c'était même. Ségolène Royal. Moi, je laisse parler mes confrères parce que je suis hors jeu. Allez, Philippe Martin et Delphine Barthaud, Ah, c'était et donc les précédents. Merci, Bateau. pardon. Merci à tous les 4. Je rappelle que vous êtes donc journaliste au Figaro. Merci à Jean-Baptiste. Merci aux internautes. Mais merci aux internautes, bien sûr, que vous incarnez. Et merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. À très vite sur Figaro Live.